Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale qui sort de notre série de vlogs à toute berzingue, mais qui a été tournée pendant notre road trip. On a décidé de prendre le temps de vous montrer ces images, d'en consacrer une vidéo à part entière. On va vous présenter du mieux que l'on peut notre expérience au grand rassemblement de Mastoyatch. Le grand rassemblement de Mastoyatch, comme son nom l'indique, est un moment de rassemblement qui a eu lieu du 5 au 14 juillet dans la communauté Innu de Mastoyatch, aussi appelée Pointe Bleue, près de Roberval, sur le bord du lac Saint-Jean au Québec. Les Innus sont une des 10 Premières Nations du Québec et prennent soin et parcourent les terres de leur territoire, le Nitassinan, depuis des temps immémoriaux. De ce que j'ai compris en lisant notamment Coucoum de Michel Jean, c'est que Pointe Bleue a toujours été un lieu de rassemblement pour les Innus, donc déjà bien avant l'arrivée des colons européens. Les familles se retrouvaient l'été à Pointe Bleue pour célébrer ce moment de l'année, faire des grands repas, échanger entre eux, danser, faire des cérémonies. C'est aussi comme cela que des couples pouvaient se former. Puis, quand la météo commençait à se dégrader, les familles repartaient chacune de leur côté, notamment à l'aide de leur canoë et remontaient par les différentes rivières qui se rejoignent au lac Saint-Jean pour rejoindre leur terrain de vie et de chasse plus loin dans les terres. Après avoir rattrapé le gros morceau d'histoire qui nous manquait sur l'Amérique du Nord et les nations autochtones dont on a d'ailleurs fait une série sur notre chaîne, tellement on a appris, tellement il y a des choses sur lesquelles il faut s'éduquer, tellement le sujet est au final vraiment mal connu en France, on tenait vraiment à voir une cérémonie traditionnelle afin de mieux comprendre et de se plonger dans cette culture. On est donc allé assister au point culminant de ce grand rassemblement qui est le Pow-Wow du 13 et 14 juillet. Alors les Français ont plus tendance à prononcer Pow-Wow en prononçant le O, mais pour les Québécois, la façon de le prononcer, c'est plus Pow-Wow. Pour trouver un Pow-Wow, nous sommes allés sur le site de Tourisme Autochtone Québec. Il y a une section route des Pow-Wow. On a donc regardé un peu par rapport à notre road trip ce qui pouvait concorder. Donc un Pow-Wow, si je prends une définition sur internet, je trouve événement regroupant diverses communautés autochtones, souvent ouverts au grand public, visant à célébrer les divers aspects personnels et culturels de la spiritualité, la communauté et l'identité autochtone. Attention, le maître de cérémonie insiste bien sur le fait que ce n'est pas un party, ce n'est pas une fête déguisée. Les danseuses et danseurs portent des régalias, qu'ils composent au fur et à mesure de leurs expériences, avec un ensemble de symboles qui les représentent. Les couleurs, les formes, les animaux, tout a une symbolique précise pour eux. C'est très précieux et on ne va pas aller toucher et insister avec la caméra sans leur accord. Alors, premièrement, les danseurs ne portent pas des costumes, ils portent des régalias. Parce que les danseurs, ce qu'ils portent, c'est des habits traditionnels. Ça résume un peu leur histoire, leur identité. Chaque item, chaque couleur a été choisie par le danseur. Ça avait une signification particulière pour lui. Alors c'est pour ça qu'on n'appelle pas ça un costume, mais bien un régalia. Les danseurs et danseuses sont répartis selon leur style de danse et les régalias vont elles aussi varier selon le style de danse. Et je vais détailler tous les styles de danse un peu plus tard dans la vidéo, mais avant, très important, les danseuses et les danseurs vont danser sur le rythme du ou des tambours présents. Ce week-end-là, on a eu le droit à la présence de 5 tambours. Un tambour veut dire un grand tambour, l'instrument, entouré de son groupe de chanteurs percussionnistes. On a eu la chance d'avoir par exemple les Black Bears qui, de ce qu'on a compris, sont très reconnus dans leur milieu et ont déjà gagné des concours. Dans un pow-wow, il y a des règles. Elles sont données par le maître de cérémonie. Il s'agit principalement d'être respectueux et de ne pas filmer certains moments, car on assiste avant tout à une cérémonie importante. Et il y a des moments très émotionnels, par exemple, que l'on n'a pas pu filmer. Je vais confirmer avec mon arène, mais je crois qu'il n'y aura pas de photos, pas de vidéos durant la cérémonie de grande entrée. Ceci inclut les pilotes de drones. Je pense qu'il y a des bons chasseurs de canards ici. Tout d'abord, il y a une cérémonie d'ouverture, la grande entrée, avec des porteurs de drapeaux et de bâtons suivis par tous les danseurs. Il y a 2 danseurs vedettes qui ont été nommés et invités et qui vont presque danser pendant tout le pow-wow et qui sont souvent en tête de file. Les drapeaux et bâtons sont accrochés au milieu du cercle. Les bâtons sont en fait les drapeaux d'avant. Chaque communauté en possède un, aussi les grandes familles. Ils sont ornés de symboles qui représentent la famille en question par exemple. En drapeau, il y a 2 souvenirs, le drapeau du Canada,
le drapeau de la communauté de Mastoyatch, le drapeau des Inuits et le drapeau des Two Spirits, dont on reparlera plus tard. Il y a aussi des chants d'ouverture et un ancien prend la parole pour réciter une prière. Pendant tout ce début de powwow, les caméras et les téléphones sont interdits. On se tient debout et on enlève toutes sortes de chapeaux. Vient ensuite le moment des danses. On a alors le droit de filmer. Régulièrement, souvent au début et à la fin de la journée, le maître de cérémonie a appelé tout le monde à danser lors de danses intertribales. Tout le monde, même les allochtones. Là, c'est les rondes intertribales, ça veut dire que tout le monde peut participer. Ces moments s'alternent avec les démonstrations des danseurs et danseuses en fonction de leur catégorie. Les danseurs et danseuses vont alors passer dans le cercle par tranche d'âge. Cela peut varier, je pense, mais on a pu voir que les limites sont placées à 5, 12, 17, 18 et 60 ans. Ils sont aussi répartis selon leur sexe, donc femmes, hommes, et une spécificité avec des personnes Two Spirits que j'ai vu passer à la fois avec les hommes et les femmes, mais je vais vous en reparler plus tard. Et enfin, les danseurs et danseuses passent selon leur style de danse. Lors de ce powwow, on a pu voir 4 styles différents. Le traditionnel, le fancy shawl ou la danse du châle, le jiggle dress ou la danse de la robe à clochette, le grass dance ou la danse des herbes sacrées. Mais je sais qu'il existe aussi la smoke dance ou danse de la fumée par exemple. Mais ce ne sont pas les seules danses, il en existe encore d'autres, certaines propres à une région ou une nation en particulier. Pour les différents styles, on va avoir des pas de base et une place à l'interprétation de l'artiste. Bon, nous on va se concentrer sur les styles de danse qu'on a pu voir et dont on a les images et vous aurez déjà une bonne base. Et pour ne pas dire trop de bêtises, je vais vous lire des passages de l'encyclopédie canadienne en ligne. On vous mettra le lien en description. Alors on démarre fort avec la danse traditionnelle des hommes. Place aux guerriers. Cette danse peut paraître pour les allochtones la plus impressionnante, autant au niveau de la régalia que des pas de danse. La danse traditionnelle des hommes autochtones est celle qui est exécutée depuis le plus longtemps dans les powwows compétitifs, et aussi celle qui est le plus étroitement liée aux danses des sociétés de guerriers du XIXe siècle. De retour au village après une bataille, les guerriers reconstituaient parfois le conflit au moyen de mouvements de danse pour les femmes, les enfants et les aînés de leur communauté. De façon similaire, les chasseurs reconstituaient leurs meilleures prises, imitant les chevaux, les buffles ou les oiseaux dans leur danse. Au niveau de la régalia, on remarque que les habits portés lors des danses masculines traditionnelles constituent une expression personnelle de créativité et de talent artistique. La couleur et les motifs utilisés dans chacun des habits peuvent représenter la famille, le clan ou le nom tribal du danseur. Ce style dérive de sociétés de guerriers et de chasseurs du XIXe siècle. On dit qu'il représente les différents animaux observés pendant la chasse. Les danseurs portent une tournure d'habits circulaire, bustle en anglais, faite de plumes d'aigle représentant les différents cycles de la terre nourricière et l'unité de toutes les choses. L'aigle vole aux altitudes les plus élevées, portant les prières des hommes vers les cieux. C'est pourquoi ces plumes sont sacrées. Certains danseurs portent des objets traditionnels qui représentent leur statut de guerrier et de chasseur, ou dans les temps modernes, leur statut d'anciens combattants dans les conflits internationaux étrangers, ou encore pour les plus jeunes, les histoires de leurs ancêtres. Pour qu'il y ait des pas de danse pour la danse traditionnelle des hommes, ils sont généralement près du sol et plus discrets que ceux des autres danses des powwows compétitifs. Les mouvements des danseurs imitent ceux des oiseaux et d'autres animaux bien connus des chasseurs, démontrant au passage comment piéger certaines créatures. D'autres traditions disent que la capacité de danser est un don du Créateur enseigné aux peuples autochtones par les créateurs du monde, surtout les animaux à 4 pattes. Les mouvements de danse s'inspirent des prouesses des guerriers et des chasseurs. Les danseurs avancent lentement, frappant le sol de leurs pieds et balançant le corps en imitant les mouvements des animaux. Maintenant, on passe à la danse traditionnelle des femmes. Le maître de cérémonie les appelle en les nommant les gardiennes du savoir. Avant la Première Guerre mondiale, les femmes sont rarement autorisées à danser parmi les hommes lors des powwows compétitifs. Traditionnellement, les filles et les femmes dansent en périphérie du cercle de danse. La danse traditionnelle des femmes dérive des premières danses exécutées par les femmes autochtones. Après la Deuxième Guerre mondiale, alors qu'un nombre croissant de femmes sont appelées à soutenir les services auxiliaires des forces armées, celles-ci ne tardent pas à se voir accorder le privilège de danser dans les powwows compétitifs.
C'est leur nouveau statut de guerrière, de même que le mouvement en faveur de powwows plus inclusifs et de la reconnaissance des droits des autochtones qui favoriseront un tel changement. Pour ce qui est de la régalia, on peut voir que l'ornementation des habits de la danse traditionnelle des femmes présente une plus grande variété que tout autre type de danse féminine. La tenue classique se compose d'une robe pleine longueur ou d'une combinaison jupe-chemise tombant à au moins quelques pouces en dessous des genoux. Les vêtements sont habituellement faits de peau de daim ou d'étoffe du commerce, dans bien des cas rehaussés d'ouvrages de perles complexes ou de jambières agencées. Les robes sont également décorées de rubans, d'os et de coquillages divers. Certaines danseuses portent un châle sur leurs épaules, tandis que d'autres portent des éventails de plumes d'aigle qu'elles élèvent gracieusement pendant leurs prestations en signe de respect. Alors contrairement à la danse traditionnelle des hommes, la version des femmes est relativement nouvelle. Ses pas sont modestes et sans prétention. Les mouvements sont ceux d'une marche élégante avec seulement quelques pas vers l'avant dans le cercle de danse et des mouvements de pied très subtils. Certaines traditions prétendent que cette danse lente autour du cercle symbolise l'attente des femmes du village alors que leurs époux sont au combat. Au cours d'une danse traditionnelle des femmes, les pieds des danseuses ne doivent jamais quitter complètement le sol. Cela symbolise le lien inhérent entre les femmes et la terre nourricière. Surtout, la frange au bas de l'habit doit être en mouvement constant et décrire de larges arcs. Pendant ce powwow, on a pu voir deux hommes dansant la danse des herbes sacrées des hommes. La danse des herbes sacrées, originaire des prairies du Nord, est une danse guerrière. Ce sont les brins d'herbe tressés dans la ceinture de nombreux hommes se présentant aux danses sociales qui auraient donné à la danse le nom de danse des herbes sacrées. Cette danse masculine s'inspire des bénédictions et du défrichage que les jeunes hommes autochtones doivent réaliser en guise de préparation pour un site ou une cérémonie ou l'établissement d'un nouveau village. Certains avancent que la danse des herbes sacrées est une danse médicinale ou de guérison. On dit qu'un chaman aurait conseillé à un jeune garçon ayant perdu l'usage de ses jambes d'aller chercher force, inspiration et guérison dans l'environnement des prairies. En imitant le frémissement de l'herbe des prairies et en ne faisant qu'un avec la nature, le garçon aurait recommencé à marcher. Certaines versions de cette histoire veulent que le garçon ait reçu des informations sur cette danse sous forme de vision. Pour ce qui est de leur régalia, les danseurs qui exécutent la danse des herbes sacrées portent de longs habits colorés souples dotés de franges, tenue qui les distingue des autres danseurs du powwow. Ils portent généralement de lourdes cloches, des houppes faites de piquants de porc-épic, des jambières et un pagne. Ils portent également des bandeaux ornés de perles, des colliers, de larges ceintures et des mocassins. Au niveau des mouvements, les mouvements de la danse des herbes sacrées sont uniformes et gracieux, imitant le frémissement de l'herbe longue des prairies au gré du vent. Les danseurs bougent les mains de haut en bas suivant le rythme du tambour afin de maintenir leurs plumes en mouvement, car c'est là une preuve de leur agilité. Les danseurs démontrent leur habileté grâce à leurs mouvements corporels. Alors, on passe à l'avant-dernière danse qu'on a pu observer, c'est la danse du châle chez les femmes. Vous verrez aussi souvent écrit « fancy shawl ». La danse libre du châle chez les femmes constitue le plus récent ajout aux danses de powwow compétitifs. Ce type de danse serait apparu au début du XXe siècle dans la région des plaines du Nord en tant qu'équivalent à la danse libre des hommes. Les robes traditionnelles des peuples autochtones faites de peaux d'animaux sont graduellement remplacées par des châles qui sont souvent cousus par les femmes elles-mêmes. Dans les années 1930, les jeunes femmes autochtones mettent ces châles en valeur lors de danses élaborées. Dans les années 1940, un certain nombre d'adolescentes expriment de plus en plus leur mécontentement par rapport au fait qu'on ne leur permet pas d'exécuter la danse libre des hommes. S'attaquant à ces traditions qu'elles jugent injustes, elles enfilent des habits d'hommes et dansent la danse interdite lors d'un powwow tenu au Dakota du Sud. C'est ainsi qu'apparaîtra la danse libre du châle des femmes. Une autre tradition veut que la danse libre du châle des femmes tire son origine d'une danse cérémonielle du nom de Butterfly Dance, danse du papillon. Ce châle est ainsi censé symboliser les ailes d'un papillon, tandis que les pas de danse et les pirouettes complexes évoquent le vol de l'insecte. L'image ainsi créée convient parfaitement aux jeunes femmes dans la fleur de l'âge qui émergent métaphoriquement de leur cocon pour entrer dans l'âge adulte. Au niveau de leur régalia, traditionnellement, les femmes doivent porter un châle en guise de bonne étiquette dans un lieu de danse. L'élément principal de la danse libre du châle des femmes, soit le châle élaboré, est décoré de façon unique par la danseuse à l'aide d'ornements distinctifs, de perles et de franges. Le reste de l'habit, plutôt simple, se compose d'une robe en tissu à motif tombant à hauteur des genoux, de mocassins perlés et de jambières agencées, le tout accompagné de diverses pièces de joaillerie. Pour ce qui est des mouvements de danse, selon certains,
on en a parlé précédemment, les pas de danse de la danse libre du châle des femmes évoquent le vol d'un papillon. D'autres danseuses s'inspirent de la danse libre des hommes, y allant de pas de danse vigoureux semblables à ceux exécutés par les danseurs masculins. Étant donné que cette danse s'est perfectionnée hors du cadre des autres styles traditionnels, la danse libre du châle rompt avec la coutume selon laquelle au moins un pied doit toujours être en contact avec le sol. On finit par la danse des clochettes des femmes, les guérisseuses, appelées par le maître de cérémonie. Vous verrez souvent écrit « jiggle dress ». Au niveau des origines, les théories sont nombreuses pour la danse des clochettes. Toutefois, on s'accorde souvent à dire que cette danse est née en territoire Anishinaabe, au nord-ouest des États-Unis ou à Whitefish Bay, en Ontario, vers les années 1920. Beaucoup croient que la danse des clochettes est apparue à un homme de la nation Anishinaabe sous forme de vision. L'homme cherchait un remède pour une fillette que certains appellent Maggie White, atteinte d'une maladie grave, vraisemblablement la grippe espagnole dans l'entre-deux-guerres. Dans certaines versions de l'histoire, Maggie White est en fait la fille du chaman. La vision indique à l'homme comment fabriquer une robe à clochettes et comment réaliser les pas de la danse de guérison. Vêtue de la robe spéciale, la fillette devra exécuter la danse. Les pas sont tout en rebondissement, un pied devant demeurer au sol en tout temps. Au gré des pas de danse, la fillette se sent de mieux en mieux jusqu'à recouvrer une santé parfaite. Dans d'autres versions de l'histoire, les femmes du village de la fillette fabriquent des robes à clochettes et dansent pour elle jusqu'à ce qu'elle se sente suffisamment rétablie pour entrer elle aussi dans la danse. Une fois guérie, Maggie White cherche à faire connaître la robe à clochettes et sa danse de guérison à d'autres jeunes filles. Les femmes et les rituels de guérison sont étroitement associés à la robe à clochettes et à la danse des clochettes. On dit que c'est grâce aux femmes que cette danse s'est popularisée en étant transmise aux filles et aux autres femmes des différentes communautés. Lorsque les femmes exécutent la danse des clochettes, elles prient pour leur santé et leur bien-être ainsi que pour ceux de leur famille et de leur communauté. Pour ce qui est de la régalia, vous pouvez bien remarquer sur les images l'élément commun à toutes les robes à clochettes et bien entendu ce qui les fait teinter, soit plusieurs rangées de cônes métalliques. Les cônes étaient à l'origine fabriqués à partir de couvercles de boîtes à tabac censés constituer la source d'énergie de laquelle émane la puissance spirituelle de la robe. L'usage du tabac est en soi considéré comme sacré. Au gré des mouvements des danseuses, les cônes fixés aux robes invoquent les esprits par leur carillonnement. Les robes à clochettes modernes sont joliment décorées de rubans et de motifs appliqués sur le tissu. On les porte avec des jambières perlées agencées, des mocassins, un sac à main et divers ornements pour les cheveux. Ces vêtements sont chargés d'histoire, de spiritualité et de culture. Au niveau des pas de danse, la danse des clochettes se présente sous différentes formes, traditionnelles ou plus modernes. Les styles traditionnels interdisaient de croiser les pieds, de danser à reculons, de danser dans un cercle complet. Les pas de danse devaient être légers, souples, près du sol. Un pied devait toujours toucher le sol de façon à rappeler à la danseuse son lien avec la terre. Les versions contemporaines de la danse, toutefois, permettent une plus grande fluidité. Les danseuses vont croiser les pieds, décrire des cercles complets et danser à reculons. Les styles modernes de cette danse se caractérisent par des pas de danse à la fois complexes et contrôlés, démontrant l'élégance, l'agilité et l'endurance des danseuses. Afin de souligner le rythme de la chanson et d'acheminer les prières des spectateurs aux esprits, les danseuses portent souvent une plume ou un éventail pendant leur prestation. Comme la danse des clochettes est une danse de guérison, on demande souvent aux danseuses de dédier leur danse à un membre malade, souffrant ou blessé de la communauté ou de la famille. Voilà pour les différents styles de danse que l'on a pu observer. À côté de ces démonstrations, il peut y avoir des demandes particulières. Par exemple, le samedi soir, 2 personnes ont pris la parole. Et une danse a été consacrée aux autochtones Two Spirits. C'était émouvant, car une femme plutôt âgée a expliqué que les personnes Two Spirits étaient très importantes avant dans les communautés, avaient des rôles importants et étaient très respectées dans les communautés autochtones. Mais ça, c'était avant l'arrivée des colons européens et de la religion catholique. Les personnes Two Spirits étaient des personnes qui se reconnaissaient comme ayant 2 esprits, un féminin et un masculin, et qui formaient donc, selon leur envie et leur cœur, des couples de même sexe. Donc aujourd'hui, il s'agirait de personnes qui pourraient se reconnaître aussi dans le mouvement LGBTQ par exemple. Et donc, vous imaginez bien que l'arrivée des religieux européens a fait des ravages. Comment ça, 2 femmes ensemble, 2 hommes ensemble, ah non, abomination, blablabla, et ainsi de suite. Et donc, ces personnes Two Spirits se sont aussi vues tourner le dos par leur propre famille, leur propre communauté et persécutées. Ainsi, ce moment a été très émouvant. La dame a appelé à se souvenir d'eux, à être fière de ces personnes
et à ce que ces personnes aujourd'hui, pour celles qui se reconnaissent aujourd'hui comme Two Spirits, qu'elles soient fières d'elles-mêmes. C'est un moment qu'on a beaucoup aimé voir avec Camille. On s'y attendait pas du tout, mais c'est des messages qui pour nous sont très importants car on est tous les deux pour la diversité, peu importe qu'elle soit culturelle, qu'elle soit sur les orientations sexuelles. Chacun a le droit d'être heureux comme il le veut, avec qui il le veut, et ça devrait être une banalité, mais ça ne l'est toujours pas malheureusement. Et cela fait partie des moments, par exemple, où le maître de cérémonie nous demande de lâcher les appareils et de ne pas filmer ou de prendre de photos. Je vais vous donner un deuxième exemple. Le dimanche après-midi, il y a eu une danse spéciale pour honorer ce souvenir des derniers disparus. Pour ceux et celles qui ont récemment perdu un proche. À la fin de la danse, un monsieur qui était avec sa femme et son petit garçon, de ce que j'ai pu comprendre, a demandé à 2 filles de le rejoindre et de se mettre devant lui. Ces 2 jeunes femmes, on peut même dire, de ce que j'ai compris, ont dû perdre un membre important de leur famille, tel que leur mère, leur père, voire les 2. Et ce monsieur, à ce moment-là, leur a proposé, leur a promis de prendre soin d'elles comme si elles étaient ses propres filles. Et en gage de sa parole, leur a tendu à chacune une plume d'aigle dont elles devaient se saisir si elles acceptaient d'être maintenant sous la protection de cet homme. Donc on a pu assister à des moments très forts. On a vu des personnes pleurer au milieu du cercle. Et on trouve cela formidable qu'ils acceptent d'ouvrir ces événements à des personnes allochtones. Que ces membres de Premières Nations acceptent de se montrer à la fois forts et fiers dans leur régalia et dans leur chant, et vulnérables dans leurs émotions. Alors, si vous êtes amené à participer à un powwow, soyez respectueux. Lâchez les appareils et profitez de voir de vos propres yeux. Appréciez la culture et l'humain.